Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Donae. Donae, vous le savez, l'émission féminine qui parle des femmes, qui leur donne la parole, mais où vous, messieurs, vous êtes toujours, bien sûr, les bienvenus. Au sommaire, aujourd'hui, notre invité. Sa soif d'entreprendre et de liberté l'ont poussé il y a 30 ans à créer la première agence de communication insulaire au service des entreprises et des collectivités, l'AGEP. Une agence qui fête aujourd'hui ses 31 ans et dont le succès reflète le courage et l'audace de sa fondatrice, Patricia Guidogne, est avec nous aujourd'hui. Donae, c'est aussi des voyages d'ici et d'ailleurs. Nous partirons dans le village de notre invitée, de Patricia, Casalta, en Castagnic, un petit village perché situé dans la Pieve et d'Ampugnani. Puis bien loin des châtaigniers et des maisons en schiste, nous irons à la rencontre de Salka, en Mauritanie, une femme qui n'a pas froid aux yeux et qui n'a pas attendu l'autorisation de son mari pour s'émanciper et travailler, pas si simple dans cette république islamiste. Et puis enfin, ce sera notre dernier rendez-vous avec la femme du jour, héroïne et figure mythique pour notre invitée qui nous la fera découvrir tout à l'heure. Restez avec nous. Bonjour Patricia Guidoni. Bonjour Francesca. Très heureuse que vous ayez accepté notre invitation. Alors on va parler de vous, de votre vie, de la Corse. On va voyager également, vous le savez, comme on fait d'habitude dans Donae. Et puis vous le savez, Donae, ce sont des rencontres entre nos invités et le public de manière un petit peu plus personnelle et un petit peu plus intime. Pour ce faire, vous nous avez donné plein de photos. On vous a concocté une petite biographie qui, j'espère, respectera votre parcours. Je vous propose de la regarder. On y va ? On y va. Allez, on y va, la petite bio, et on se retrouve juste après. Patricia Guidogne est née le 19 novembre 1959 à Oran. Son père André, originaire de Casalta en Castagnic, est entrepreneur et sa mère Huguette, conseillère cosmétique. En 1962, lors de l'indépendance de l'Algérie, Patricia quitte ce pays pour la France avec ses parents qui s'installent à Lyon. Une enfance et une scolarité sans encombre, heureuse, ponctuée par le retour sans faille au village pendant les grandes vacances. C'est là qu'elle fait l'expérience de la liberté totale, du clan familial, de la langue corse. Lorsqu'elle a 9 ans, ses parents rentrent définitivement en Corse à Bastia avec sa petite sœur Edith. Elle y poursuivra sa scolarité, fera l'expérience des années Riacuiche auxquelles elle adhérera tout en réfutant la violence et obtiendra avec succès son bac philo en 1977, ce qui l'amènera jusqu'au DEA de philosophie à Nice. En 1987, elle fait le choix de rentrer sur l'île. Forte du talent d'artiste de sa sœur Edith pour le dessin et la peinture, elle décide avec elle de se lancer et crée la première agence de communication de la Haute-Corse, l'AGEP. Une vraie réussite qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Une réussite, Patricia, qui fête ses 31 ans. Bravo. Oui. Alors, on va revenir un petit peu sur ces images. On vous voit avec jeunes, adolescentes, enfants, avec votre famille, vos parents notamment. Il faut rappeler que votre père corse est muté en Algérie à l'époque. Il s'engage dans l'armée. Votre mère est née à Oran. Et en 62, eh bien, il quitte ce pays. Vous aviez 2 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un traumatisme pour vos parents et qui est resté dans la famille ? C'est un arrachement, puisque si mon père avait été en Algérie parce qu'il s'était engagé dans l'armée, ma mère y était née et plusieurs générations. Donc c'est forcément un arrachement quand du jour au lendemain, vous devez prendre 2 valises et vous en allez. Et d'ailleurs, ce qui est le plus étonnant, c'est que ma mère, qui était elle native donc de l'Algérie, avait une vision plus, on va dire, lucide des événements et elle souhaitait qu'on parte avant. Et c'est mon père qui n'a pas voulu partir. Il est d'ailleurs parti après l'indépendance. Voilà. Donc on est rentré d'Algérie effectivement assez vite, en juin 62. Donc en juin 62, vous partez, c'est un petit peu la panique. On partez une main devant, une main derrière, comme on dit, si on peut s'exprimer ainsi. Vous allez à Lyon, chez le frère de votre père qui est installé là-bas, pour essayer de travailler, trouver quelque chose à faire. Ça, c'est une réalité. Et puis ensuite, vous revenez en Corse à 9 ans, avec vos parents. Ça y est, on fait le choix de revenir en Corse. Et là, vous entamez votre scolarité, sans encombre, pas de problème. Vous vivez aussi les années Riacuiche. Comment vous avez vécu ces périodes ? Pour des adolescents, c'était une époque extraordinaire, puisqu'on se prend tous pour des héros à 15 ans. Donc c'était ça, les années 75, c'était à peu près ça. Donc, mais en même temps, je dois avoir peut-être un certain recul. Donc il y a à la fois ce qui est de l'identité de notre culture, qui me paraît indispensable à retrouver, encore que les racines villageoises font qu'on a ça un peu dans le sang comme dans la peau. Mais en même temps, il y a les excès qui vont suivre. Donc, entre les 15 ans et mon départ en fac, les choses vont énormément évoluer. Il y a la nécessité que la Corse soit reconnue comme un territoire particulier,
mais en même temps un refus absolu de la violence. Et les années de violence que l'on connaîtra. Voilà. Donc c'était très paradoxal. Et donc il me semblait, en partant en fac, que il y avait, on rentrait dans des périodes extrêmement compliquées pour la Corse. En tout cas, c'est pas, ça vous a donné, ça ne vous a pas enlevé l'envie, en tout cas, de revenir, hein, puisque vous aviez toujours cette idée en tête, sachant que vous étiez baigné par cette corsitude, par cette culture, et que vous ayez peut-être un petit peu de recul de par vos premières années sur le continent. Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous parliez de fac, vous avez fait un DEA de philosophie. Oui. Comment est-ce qu'on passe de la philosophie à la publicité? Alors, c'est pas si... Alors, d'abord, il y a le principe de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on ignore. Donc, c'était pas très compliqué. En définitive, c'est la même chose. C'est comme un gant. Vous le retournez, c'est la même chose. J'ai mon cursus fait que j'ai appris à développer un concept. En communication, le contract. Il faut résumer en très peu de signes ou très peu de mots une idée. En philo, on la développe. Donc c'est la même chose, un gant que vous retournez. Vous aviez envie, en tout cas, de parler de la Corse, et puis votre sœur Edith était également très importante pour ce choix, cette décision de créer l'agence, la GEP en Corse, en Haute-Corse. Ça, je pense que c'est l'inconscience extrêmement bénéfique de la jeunesse. À cette époque-là, j'étais amoureuse, en plaisantant, je disais amoureuse d'un faiseur de pâté extraordinaire, mais qui n'était pas du tout identifié. Et je disais que nous, en Corse, on avait des savoir-faire qu'il fallait absolument valoriser. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire de la pub, quoi. Et ma sœur, qui avait un talent de dessinatrice, de peintre, hein, puisqu'elle est d'ailleurs aujourd'hui peintre, je dis, mais on peut faire un truc comme ça, quoi. On va voir des projets. Les premiers projets, c'était alors l'Orange Bleu, le squash l'Orange Bleu à Bastia, et puis il y a eu aussi le premier championnat de belote contrée. Hein. On regarde les images, ça c'était vous. C'était, oui. Hein. Après, plus tard, on vous connaît des choses beaucoup plus importantes, ça a pris corps tout ça. Hein. C'était le festival Artemar et Corsitaline et Gloria Maris. Hein. Comment vous avez vécu ces années, ces projets? Mais 31 ans, vous imaginez, 31 ans qui s'écoulent. Ouais. Donc, on a démarré en étant parfaitement, avec beaucoup d'humilité, en disant on va apprendre ce qu'est la publicité ou la communication, en même temps que le marché lui-même gagne en maturité. Et c'est ce que l'on a fait. Et je dois dire qu'on a peut-être certes, on a beaucoup travaillé, certes, mais on a peut-être aussi des opportunités qu'on a su saisir. Et au fur et à mesure, on a grossi. La foire de Bastia, ça a été l'événement qui nous a permis de nous constituer, en tout cas, un certain carnet d'adresses. Et la confiance qu'on nous a accordée, évidemment. Et on a grandi comme ça, ou en tout cas, on a continué à exister. Parce que je reste toujours très prudent. 31 ans, et chaque année, je me demande, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On attend les nouveaux projets. Et Exactement. vous êtes toujours avec nous. Alors, vous le savez, dans cette émission, on voyage. On reste d'abord sur notre île, sur notre territoire. C'est un rendez-vous incontournable dans Donaé, la découverte donc de la Corse. On l'a bien compris depuis le début, vous êtes très attaché à vos racines et à Casalte en particulier, un petit village de Castagnic. On le découvre tout de suite, on se retrouve juste après. Casalte, pour moi, c'est évidemment les origines de la famille, hein, depuis à peu près le XVIe siècle. Mais pour moi, c'est surtout le repère. C'est l'endroit c'est ma trace de ma toute petite enfance, prime enfance, jusqu'à encore aujourd'hui, hein, avec tout ce qui est lié au plaisir, au bonheur. Et j'ai vécu tout ce que l'on peut vivre de fantastique depuis l'enfance. Je vivais à Lyon à l'époque, dans ma petite enfance, et le village, hein, pour moi, c'était la liberté, c'était le bonheur, c'était une espèce d'aventure permanente. C'est toute la construction de la vie avec des repères très forts qui étaient mes grands-parents et arrière-grands-parents. La première fois que je suis arrivé à Casalte, j'avais à peu près 2 ans. Pour un enfant, l'enfant que j'étais, c'est presque une grande cabane. Avec des coins et des recoins et des mystères. Pour une adulte, c'est toute l'histoire d'une famille qui se loge ici. Ce qui est le plus beau, c'est l'histoire entre les gens, puisque moi, quand je viens ici, même si je ne viens pas de 10 ans, on est comme de la même famille. On a tellement partagé, et ce que moi j'ai à partager avec eux, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on a la même histoire.
Et bonjour. Ça va, Paul? D'abord. On le refait alors. Allez. Bonjour. Merci. Ça fait plaisir de te voir. Et merci pour le chauffage, parce que autrement il aurait fait bien frais. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mila, C'est la belle-sœur. comment va Pierrette? Mais ça va très bien même. Depuis le temps. Eh ben écoute, bien, plein de forme. Tu te rappelles la fois où Mémé était allée à l'enterrement à Pau, du coup, et tonton Pierre avait mangé chez vous. Est-ce que tu te souviens de ça? Et tonton Pierre, il mangeait pas les petits pois. Alors quand elle revient, Mémé, elle dit: qu'est-ce que tu as mangé chez Madame Casalt? Elle dit: j'ai mangé les petits pois. Pierre, les petits pois, tu les mangeais pas. Tu les aimais pas. Il a dit: oui, mais Madame Casalt, t'as les petits pois, elle les fait dans un plat rond, et toi tu les fais dans un plat long. C'est tout Pierre. C'est un cubus. Tu sais comment je suis à la mémoire. Il a mangé les petits pois. Pour moi, ça a été pendant très longtemps, jusqu'à très peu de temps, une véritable souffrance de ne pas y venir plus souvent. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit c'est là où peut-être je finirai. Parce que je pensais longtemps être immortel. Donc si contre toute attente je n'étais pas immortel, effectivement c'est là que j'aimerais finir. Casalt, un très beau petit village proche de la Porta, de Silvareccio. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, que c'est quelque chose qui vous appartient vraiment, qui vous a façonné. Si on devait le décrire, ce village, on pourrait le décrire comment? J'imagine. Lorsqu'on s'y balade, on y fait quoi? Pour moi, c'est deux choses. Enfin, la description est difficile parce que plus que les pierres, parce que là, c'est les repères visuels, c'est tout ce qui est immatériel. C'est la relation, ce que je disais tout à l'heure, les relations aux autres. En clair, c'est mon histoire. Enfin, et mon histoire, enfin, dans un petit village, elle est plus grande que moi. Enfin, je veux dire, c'est un endroit qui est mon histoire. Alors, je le disais, un village qui fait partie de la Pieve d'Ampugnane, 51 habitants à l'année, une superficie d'environ 5 km², du patrimoine, un beau lavoir, de belles églises. Vous y avez fait les 400 coups lorsque vous y étiez enfant. Hein. Vous avez des anecdotes à nous raconter? Oui, je n'ai pas tout à fait une petite fille modèle. Donc oui, une anecdote, on va dire une des plus marquantes, en tout cas celle qui était cuisante, un souvenir cuisant pour moi. J'adorais jouer aux cow-boys aux Indiens avec mon meilleur ami, François Paoli, le frère de Miguel, qui chante dans Tavagne. Il va se reconnaître. Oui, bien sûr. Et donc, on adorait jouer surtout aux Indiens. Et notre grande querelle, c'était qui était Cochise, qui était Geronimo. Et un jour, donc, on décide de capturer tous les enfants du village et de les enfermer, parce que normal, nous étions des Indiens. Bien sûr. Chose que nous avons faite, évidemment, avec brio. Hein, on a réussi cela et on les a enfermés dans une cave, dans une écurie. Et tous les autres enfants hurlaient, hein, ça va de soi. Mais nous, on pensait qu'ils hurlaient parce qu'ils étaient prisonniers, ce qui est normal pour un prisonnier. Sauf que les parents, entendant ça, sont allés ouvrir, bien sûr, l'écurie. Et en fait, ils étaient dévorés par les puces. Oh. Parce que, en fait, mais nous ne le savions pas. Je veux dire, on l'a fait sans méchanceté. Bien sûr. Voilà. Mais ça nous a valu au-delà de la fessée. C'était terrible. Voilà. Donc, entre autres, des idées assez originales. Alors, les 400 coups, on a bien compris, un garçon manqué. On va voir une image, c'est une vieille dame. Cette vieille dame, elle est très importante aussi pour vous, pour votre famille. C'est votre arrière-grand-mère. Ouais. Elle est emblématique des femmes corses, hein, quand même. On en a tous une dans la famille. Celle-ci, les femmes comme les hommes. Beaucoup d'ascendance sur son fils, hein, votre grand-père, je crois. Exactement. Donc ça, c'est mon arrière-grand-mère, Angèle Ville, Angèle Marie Ville, et donc de Stadson. Et qui étaient, c'est des familles, en dire de bien, hein, les Giors de l'époque. Alors elle a la particularité d'avoir eu son certificat d'études. Pour juste donner une idée, bon, je l'ai connue, hein, elle est morte à plus de 100 ans. Et elle avait 40 ans pendant la guerre 14, ça vous donne à peu près les choses. Une partie de ses cousines, elle était trop jeune, était à la cour impériale. Il y a dans notre famille enfin, des liens avec la famille Napoléon Ier et III, oui. Premier et III. Donc ça vient de ce côté-là. Et c'était un très fort caractère. C'était une femme, une petite femme, on l'appelait la petite Mémé, mais qui avait un très très fort caractère. Donc une femme à la fois instruite, au-delà de ça, vous imaginez, elle a eu son certificat d'études dans les années 1800 des bananes. Et elle parlait un corse parfait, elle l'écrivait également.
ainsi qu'un français parfait, et elle écrivait tout aussi parfaitement. Donc, et un caractère extrêmement puissant. C'était une maîtresse femme, du haut de ses 1 mètre et pas grand-chose. Voilà. Elle faisait marcher tout le monde à la baguette, hein, l'air de rien. Oui, oui, Alors, tout à fait. C'était la patronne. C'était la patronne à la maison. C'était la patronne. Alors, il est temps pour nous de partir faire un autre voyage après Casalta, Patricia, d'autres horizons, d'autres mœurs, d'autres histoires de femmes, avec le très beau reportage de Titouan Lamazou, Femme du Monde. Nous partons donc en Mauritanie à la rencontre de Salka, une femme de caractère, elle aussi, qui a très vite compris que son indépendance était primordiale dans un monde d'hommes. On regarde tout de suite et on en reparle juste après ce reportage. Une femme au volant d'un pick-up 504 délabré dans les rues de Nouakchott, c'est un événement suffisamment remarquable pour que nous l'arrêtions tout de suite afin de faire connaissance. Salka avait à l'évidence du caractère. Elle balaya de la main ma proposition de la dédommager du temps que je risquais à coup sûr de lui faire perdre. Son visage rayonnait de l'intérêt que je lui portais. Salka était visiblement fière de son boulot et de la manière dont elle menait sa vie. Elle ramasse des poubelles avec son pick-up. Le traitement des ordures est un fait nouveau en Afrique. Salka a trouvé son créneau. Elle a su pallier d'un même coup à sa pauvreté et à la défaillance des services publics. Je fais porte-à-porte, partout. Toute personne qui m'appelle, elle me paye, je viens prendre sa poubelle. Si la femme commence à travailler, les gens le trouvent un peu bizarre en Mauritanie. Quand j'ai pris le ballon d'une camionnette 4x4, des gens qui me disent « tu n'es pas une femme ». Parce qu'aucune femme qui est actuellement ici est en train de faire le même travail que j'ai fait. Mais moi, je suis très fière de ce que j'ai choisi dans la vie. Je m'en bats complètement de ce que les gens disent. L'essentiel que j'ai de mon argent dans ma poche. J'ai quoi me changer, j'ai quoi me manger. Le reste, c'est pas mon problème. Mais c'est bon? Ouais, c'est bon. Et il faut commencer? Oui. Moi, je suis née ici en 65. Je suis rentrée à l'école en 72 parce que mon père, il a tenu absolument à m'amener à l'école avec mes frères. Et j'étais à l'école jusqu'à le collège. Et puis, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants. Comme ça, peut-être? Oui. Comme ça? Ouais, c'est mieux, ça, je crois. Le deuxième fils était asthmatique. Et un bon jour, j'ai dit à mon mari, s'il te plaît, le petit est malade, on va l'amener à l'hôpital. Il m'a dit, ce gosse-là, il me casse le cul. Chaque nuit, je l'amène à l'hôpital, il m'emmerde. J'ai dit, moi, je ne peux pas conduire, moi, je ne conduis pas. C'était 3 heures du matin. Mon fils est malade, je ne peux pas le soigner. J'ai pris mon fils comme ça et j'ai marché. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a déposé à l'hôpital. Mais l'essentiel dans tout ça, j'ai mis en tête qu'il faut que je travaille, je conduis, je trouve de l'argent et je me mets à l'aise. Et me mettre moi de moi-même. Et j'ai commencé à travailler. J'ai payé une fourgonnette. J'ai commencé à conduire. Pam, pam, pouf, pouf. Parfois, je tape là, mais je conduis. Ah ben, tu sais, je suis partie maintenant. Vous allez regarder. Dis-moi ça comme au bédo. C'est très joli. Formidable, vraiment formidable. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais te le dire, tu m'as fatiguée. Je vais dormir à 7 heures. Ça y est. Salka, un personnage, Patricia, hein, quand même. Pas évident de vivre dans ce pays. Alors, un petit topo de petites informations sur la Mauritanie, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une république islamique, environ 4 millions d'habitants, une superficie d'1 million, à peu près 1 million de kilomètres carrés. Que vous inspire ce portrait, Patricia, le portrait de cette femme qui a le courage quand même de travailler et qui nous dit bien qu'elle a compris très vite, pour l'amour de ses enfants, que l'indépendance, eh bien, c'était primordial. Je pense Pour une femme. Bien sûr.
Oui, oui, sûr. Surtout dans une république, enfin, dite république, où le sort qui est réservé aux femmes ou aux castes inférieures, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent en Mauritanie, il faut trouver des sources pour le courage. Elle, c'est dans l'amour de ses enfants, évidemment, mais c'est ce qu'on retrouve, on va dire, dans tous les pays où la condition des femmes est pire que catastrophique. On a cette énergie qui va être puisée, une fois de plus, dans l'amour, dans la rébellion, dans la colère, etc. Et Salka l'illustre, à mon sens, parfaitement. Alors, son père l'avait déjà envoyé à l'école, c'est-à-dire qu'il y avait dans cette famille probablement une ouverture, mais peu importe. À un moment donné, elle dit dans le reportage, on dit que je ne suis pas une femme parce que je suis la seule à conduire. Mais en fait, c'est l'essence de la vie, quoi. S'il n'y a pas des gens pour un jour décider de conduire, de prendre les armes, d'ouvrir leur gueule, c'est pas possible. Je dis, ça n'évoluera jamais. Elle le fait dans des conditions évidemment et dans un pays surtout, n'oublions pas. Rappelons que la Mauritanie a été une colonie française pendant des années. Qui n'a pas apporté. Alors, une colonie française qui n'a pas beaucoup bénéficié d'ailleurs de développement. C'est vrai. La France, là-bas, occupait un territoire n'a pas franchement apporté grand-chose. Ce qu'aujourd'hui apportent les islamistes à leur propre pays, je ne suis pas sûr non plus que ce soit une grande réussite. C'est clair. Alors c'est un pays, la Mauritanie, où l'esclavage, le dernier pays au monde à avoir aboli l'esclavage en 1981, qui a été également puni de crime uniquement en 2007, ce pays. L'esclavage se pratique toujours malheureusement et c'est un fléau en Mauritanie. Et ce qui est également un fléau, c'est la violence faite aux femmes et notamment bon nombre de viols. Et pour lutter contre ça, une femme, vous en parliez il y a un instant, des femmes qui s'érigent contre les injustices, une femme se bat comme bon nombre pour le droit des femmes en Mauritanie. Elle a beaucoup de courage. Elle s'appelle Aminetou Mint Al-Mokhtar, présidente de l'association Chef de famille, issue de la noblesse maure, qui étaient des guerriers à la base, proposée en 2015 pour le prix Nobel de la paix. Que vous inspire le combat de cette femme et bon nombre d'entre elles qui essaient de s'en sortir aujourd'hui, de lutter contre des choses qui ne sont jamais acquises en 2019 ? D'abord très admirative, puisque une fois de plus, tous les courages ne se valent pas, puisque là c'est sa vie qui est en jeu. Donc, il y a une fatwa sur elle, tout à fait. Depuis quelques années. Et une fatwa qui ne se contente pas de demander sa mort. Il faut la détruire, parce que la fatwa, c'est non seulement qu'elle soit tuée, mais qu'on lui arrache les yeux. C'est comme s'il ne suffisait pas qu'elle meure. Donc, toutes ces femmes-là, comme toutes ces personnes-là, parce qu'il y a des femmes et il y a également des hommes, mais toutes ces femmes-là relèvent d'un courage exemplaire, d'autant qu'elle a été, y compris contre ses propres avantages. Elle est issue, comme vous le disiez, d'une famille de la noblesse mauritanienne, donc c'est la caste largement supérieure. Sa famille a bénéficié de tous les avantages que l'on pouvait, évidemment, sur le dos de l'ensemble du reste notamment de la des esclaves, les Aratis, là-bas. Tout à fait. D'ailleurs, elle est en rupture avec sa famille. Sa famille elle-même la renie, pour une raison simple, c'est qu'elle les a combattus même, puisqu'elle n'a pas pris les avantages de sa caste. Donc c'est plein de courage. C'est le courage de rompre avec sa famille, pour ses idées, pour la justice, pour l'équité, plus que l'égalité, pour l'équité, et c'est important. Je vous coupe, on arrive presque à la fin de cette émission, Patricia, et c'est bien dommage. On arrive donc pour notre dernier rendez-vous, c'est la femme du jour. La femme du jour, ça peut être une héroïne, un symbole pour nos invités. La vôtre, votre héroïne, eh bien c'est elle, Athéna, une guerrière, elle aussi. Comme vous peut-être. Pourquoi vous avez choisi Athéna ? Alors, je ne prétends pas être une déesse et faire partie des 12 Olympiens. Loin s'en faut. Donc, Athéna, je l'aime parce qu'elle est superbe. C'est-à-dire qu'elle représente à la fois la féminité, l'intelligence, puisque c'est la déesse de la pensée, de la stratégie, de la sagesse, et la guerre. Elle naît de la tête de son père, de Zeus. Et elle est également tout le temps aux côtés des héros qui se battent pour des causes justes. Donc c'est une femme qui est effectivement guerrière, mais elle n'est pas que guerrière, elle est extrêmement intelligente, puisque la sagesse et la stratégie passent par l'intelligence. C'est un petit peu antinomique, mais non, voilà ce que vous dites, la sagesse et la stratégie passent par l'intelligence. Y compris la guerre. On ne fait pas n'importe quoi. C'est également la protectrice à l'époque d'Athènes, la protectrice également de l'agriculture. Des artisans. Des artisans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Athéniens devaient choisir leur dieu ou déesse protectrice. C'est Athéna qui a été choisie d'une voix,
parce que les femmes ont voté pour elle, et les femmes ont été punies par, par Athènes à l'époque, puisqu'elles ont été privées de droit de vote pour avoir choisi Athéna. Athéna est née en hurlant, arme à la main, de la tête de son père, en hurlant, donc un véritable cri de guerre. Elle était sur le pied de guerre dès sa naissance. En tout cas, quelqu'un peut-être sûrement qui vous ressemble. Merci, Patricia, c'est la fin de cette émission. Merci Francesca. D'autres projets à venir, je suppose pour vous, plein de choses encore. Vous fêtez vos 31 ans pour la GEP, mais c'est pas fini. On vous retrouvera bientôt. En tout cas, grand merci pour être resté avec nous tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Donaé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions féminines d'ici et d'ailleurs. Ciao, ciao. Merci Patricia. Merci Francesca.